Quand on est en affaires, vouloir aller à l'international, aborder le marché américain, ça peut être un rêve tout à fait légitime, une ambition tout à fait louable. Mais ça n'est pas parce que, par exemple, les États du Nord-Est sont nos voisins que tout se déroule nécessairement de la même façon qu'ici. L'environnement juridique, fiscal peut être différent, les conditions de travail, la réglementation. En même temps, il faut trouver les bons partenaires tout en sachant se protéger. Mais ça peut ne pas être si compliqué si on arrive à bien se préparer. Dans un instant, nous en parlons avec Mme Micheline Dessureau. Elle est avocate, agente de marque de commerce et directrice du développement des affaires internationales chez Jolicoeur Lacasse, dans un autre épisode de Télécorex. Bien, bonjour, Mme Dessureau. Bonjour. On va y aller avec un scénario imaginaire, ça va nous permettre de mieux comprendre ce dont il s'agit. Alors, on va supposer, au fin de la discussion, que je suis un entrepreneur et que j'ai des visées sur le marché américain. Je ne m'y connais pas trop, mais je sais que j'ai besoin de partenaires. Alors, on me demande d'entrée de jeu si j'ai besoin d'un contrat d'agence ou d'un contrat de distribution. Et je réponds, bien, vous savez, pour moi, c'est probablement du pareil au même, alors ça m'est indifférent. Est-ce que j'ai tort ou j'ai raison? Je vous dirais que vous êtes comme la majorité des gens. Vous confondez malheureusement les deux parce que les gens utilisent le mot distribution dans son sens large. On veut distribuer nos produits, les mettre en marché. Mais par contre, d'un point de vue juridique, c'est pas la même chose. Donc, un contrat de distribution, quand on parle d'un distributeur, c'est cette personne-là va être avant tout votre premier acheteur parce qu'elle va acheter pour revendre votre produit. Alors que quand on parle d'un contrat avec un agent, un représentant indépendant, c'est un petit peu plus, un peu comme un employé, dans le fond. C'est une personne qui va aller solliciter pour trouver des ventes pour vous, mais jamais elle n'achètera elle-même le produit. Elle sera rémunérée en fonction de ses succès. Donc, c'est une sorte d'intermédiaire. C'est un intermédiaire quand on parle d'un agent. Alors que l'autre, le distributeur, va véritablement être votre premier acheteur qui, lui, va le revendre à d'autres personnes dans la chaîne. Mais quelles sont les implications au point de vue légal? Bon, elles vont être quand même très différentes, bien qu'il y ait des parties de contrat qui soient presque semblables. Le corps du contrat de distribution va être d'encadrer la façon dont vont se dérouler l'ensemble des ventes qui vont se faire à répétition. Donc, autant les mécanismes de commande, de livraison, de paiement, essentiellement, plus les obligations qu'on va demander au distributeur de dire jusqu'à quel point il va s'impliquer sur le marché pour mousser, faire en sorte que nous, comme fabricants canadiens, on va faire beaucoup de ventes. Donc, alors, des responsabilités assez lourdes, assez importantes. C'est lourd. Alors que l'agent, bien, lui, ça va être essentiellement un rôle d'animation, de sollicitation qu'on va vouloir encadrer et, évidemment, toutes les clauses par lesquelles on va établir la façon dont on va le rémunérer en fonction des résultats qu'il aura, de nous amener de nouvelles ventes, de nouvelles opportunités d'affaires. Alors, une fois qu'on a fait le ménage entre les deux, qu'on sait qu'est-ce que l'on veut avoir, si on veut avoir simplement quelqu'un qui a un relais ou si on veut avoir quelqu'un qui achète et qui revend par la suite, là, j'imagine qu'il y a des situations qui peuvent être des situations embêtantes et il doit y avoir des pièges où, en fait, il y a des erreurs que l'on doit éviter pour qu'on ne soit pas désappointé de la façon dont ça s'est déroulé. Et c'est dans votre expérience, quelles sont ces erreurs qu'on devrait éviter? Écoutez, c'est toujours un peu décevant d'aborder une histoire d'amour, parce que c'est souvent ce qui arrive en ce qu'on est séduit par un éventuel vendeur en pensant au divorce. Mais la réalité, les statistiques le disent, les entrepreneurs eux-mêmes sont extrêmement pessimistes sur leur taux de réussite. Donc, en partant, on sait qu'on a de bonnes chances que peut-être ce distributeur-là, cet agent-là, ne convienne pas pour toutes sortes de raisons au bout d'un certain temps. Donc, il faut être très prudent et il faut, je pense, passer beaucoup de temps pour établir exactement quelles sont nos attentes. Donc, si sur un marché aussi important que la Nouvelle-Angleterre, par exemple, parce que c'est le but du programme Corex, évidemment, de la plateforme, c'est de se dire, bon, bien, écoutez, si je suis prêt à consentir, par exemple, une exclusivité sur un certain territoire à quelqu'un, encore faut-il, ou un segment de marché à l'intérieur d'un territoire, bien, encore faut-il que j'exige de cette personne-là qu'elle performe. Donc, il faut associer souvent exclusivité à clause de performance, à territoire ou bien marché très ciblé, un peu comme on le ferait si c'était un vendeur de notre équipe et qu'on réalisait qu'il ne fonctionne pas bien, mais personne n'a besoin d'un vendeur qui ne vend pas. Donc, d'établir des mesures de performance, des balises, pour qu'on ait au moins une ligne claire. Exactement. Il faut absolument le faire et il faut souvent aussi se décoller le nez un petit peu sur la vitre parce que quand on en est à notre première expérience là-dessus, on négocie avec une personne en particulier sur un territoire donné, mais si votre expansion
aux États-Unis se déroule très bien, cette expérience-là va se répéter. Vous allez tenter de trouver d'autres agents dans le Midwest, peut-être en Californie, au Texas. Et donc, il faut vraiment regarder et penser peut-être à des contrats modèles sur la façon dont vous voudriez faire affaire du côté américain. Et à ce moment-là, aller au-delà de des simples décisions ponctuelles que vous prenez avec cet agent-là pour voir the big picture, comme on dit. Parce que si, je sais pas, mettons on parle d'exclusivité, mais on n'a pas défini le cadre de l'exclusivité et qu'il y a quelqu'un d'autre qui soit plus habilité dans une autre région, le Midwest, ah bien là, on est pris dans un carcan. Non, on se tire un peu dans le pied, évidemment. Donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, avec un contrat d'agent, bien, on a tout à fait avantage à prévoir dès le départ, par exemple, des clauses de partage de commission. Parce que si tous les agents et les manufacturiers se ramassent dans un trade show quelque part à Las Vegas, bien, les gens de partout à travers les États-Unis vont y arriver. Donc, ça peut très bien être un agent du Maine qui trouve un client d'importance de Chicago, mais qui va livrer partout sur la côte ouest américaine. Alors, Mme Dessureau, effectivement, il y a des situations qui peuvent être complexes et je pense notamment aux entrepreneurs qui doivent se projeter un peu dans le temps, mais en même temps, ils sont pris dans des activités, des opérations au jour le jour, compte à payer, compte à recevoir. Et là, il faut faire des choix qui seront lourds de conséquences. C'est difficile de faire ça tout seul. Je présume que ça prend de l'accompagnement, idéalement en tout cas. Oui, écoutez, puis je pense qu'une des choses les plus importantes, c'était avant de se rendre sur le marché, c'est justement de bâtir cette stratégie-là. Quand je vous parlais de voir plus loin que la vitre devant laquelle on est, puis de penser à une stratégie globale, c'est le rôle du cabinet d'avocats qui fait du commerce international, de prendre peut-être une couple d'heures avec l'entrepreneur pour justement lui faire réaliser les points qui, normalement, il va devoir négocier. Parfois, prendre des décisions par rapport à ça, parce que la vision n'est pas toujours claire, donc d'aider dans l'orientation de tout ça. Et c'est vraiment, ça se fait sous forme, dans le fond, d'entrevues dirigées ou de conversations téléphoniques dirigées, où on va dire, bien, écoutez, comment vous voyez ça, donner des recommandations, dire, bien, vous avez aussi telle et telle autre possibilité, pour en arriver à quelque chose qui va être simple, qui va être clair, et que l'entrepreneur va pouvoir lui-même dire, bien, je pars de ce contrat-là, je négocie mon premier, je me fais aider, mais après ça, je reproduis ça par moi-même, parce que la majorité des PME n'a pas les moyens de s'abonner à des avocats à temps plein. Ils nous voient de façon ponctuelle et c'est bien comme ça. Autrement dit, il faut que le cadre soit assez bien défini au départ, absolument, mais qu'il soit assez souple, qu'il soit assez polyvalent pour permettre éventuellement des échappées. Tout à fait. Et il est possible que la stratégie des deux contrats existe. Donc, sur certains territoires, on peut avoir un distributeur, alors que sur d'autres, un agent. Et sur certains territoires où il y a beaucoup de volume, qu'on ait besoin des deux. Donc, ce sont des contrats pour lesquels on va être en mesure vraiment d'aider l'entreprise. Et est-ce qu'on pourrait dire... Puis tranquillement, on va se diriger vers la conclusion que oui, vous apportez de l'aide professionnelle, mais c'est quand même un geste souvent audacieux d'une PME qui va... Donc, c'est quasiment un travail de psychologue en même temps, de comprendre la mentalité, puis si la personne a les reins assez solides ou si elle... Il faut percer la personnalité des gens. Oui, tout à fait. Les orientations de l'entreprise, c'est pour ça que dans notre domaine, quand on travaille justement à bâtir ce genre de stratégie, on dit qu'on fait beaucoup de conseils stratégiques, c'est pour ça, c'est pour essayer d'accompagner, d'adapter sur mesure pour que ça réponde à la réalité de cette entreprise-là, ses besoins précis. Autant au niveau des clauses, c'est elles qu'ils vont devoir aller les négocier avec ces gens-là par la suite. Ce que vous dites, c'est que si on le fait bien, on n'a pas de garantie de succès, mais on se donne de meilleures chances d'y arriver. Oui, et surtout, si un jour on a aussi à divorcer, bien, on saura clairement, les attentes auront été déjà faites. Ah, c'est le fun des mariages qui durent plus longtemps. On va espérer Absolument. que ça soit ça. On va espérer que ça soit ça également. Dans la majorité des cas. C'est ça le cas, mais par contre, justement, si en négociant toutes ces clauses-là, au début, on se rend compte qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, bien, on augmente nos chances. Donc, c'est un outil de gestion. Ce n'est pas juste un outil légal. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir.